Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Au sommaire de ce journal, la Commission électorale indépendante et le ministère de la Réconciliation nationale prêts pour l'encadrement des législatives. Kouadio Konan-Bertin a sondé ce jour le processus de l'élection dans le cadre d'une visite au président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibière. L'État se modernise, frais de mission, primes sportifs et bourses estudiantines. La Côte d'Ivoire dispose désormais d'une carte prépayée pour le règlement des dépenses, une solution économique lancée ce mercredi par le Trésor public. Et hors de nos frontières, un violent séisme de magnitude 7,5, revisé à 7,7, a ébranlé ce mercredi la région des îles Loyauté et de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. L'épicentre de ce séisme a été localisé au sud-est de l'archipel des îles Loyauté. Bienvenue dans ce 23h. Le processus électoral des législatives est sondé par le ministre de la Réconciliation nationale. Le président de la commission électorale indépendante dit être prêt à mener à bien sa mission qui consiste à gérer ce qui est susceptible d'affecter ou de consolider la paix. On fait le point de cette rencontre avec Éric Corré. Voici le ministre de la Réconciliation nationale dans les locaux de la commission électorale indépendante à quelques semaines des législatives. Kouadio Konan-Bertin est allé au cœur de cette institution pour prendre des nouvelles. Le ministre de la Réconciliation nationale entend passer en revue toutes les institutions de la République pour bénéficier de leurs conseils qui vont lui permettre d'accomplir sa mission avec brio. Nous sommes à la veille du scrutin des députés. Il m'est apparu donc nécessaire de rendre une visite de courtoisie à la CEI, à son président, pour regarder ensemble tout ce qui est mis pour nous amener à des élections apaisées, de sorte que nous donnions définitivement dos aux troubles et que désormais place soit faite au travail, au développement de la Côte d'Ivoire. À son tour, le président de la commission électorale indépendante en a profité pour remettre des documents qui vont aider le ministre dans sa tâche. Je voudrais donc, à l'occasion de la visite de monsieur le ministre, mon cher frère, ici présent, profiter de cette occasion pour lui remettre les documents qui commandent à l'exécution de notre mission. Il s'agit là du code électoral, que voici, monsieur le ministre, de la loi portant organisation de la commission électorale indépendante, et puis de la Constitution, qui est la loi fondamentale de notre pays. Selon Kouadio Konan-Bertin, la réconciliation nationale doit être l'affaire de tous. Voilà, et pour la paix, il faut conjuguer les efforts. Les organisations de la société civile adoptent un code de bonne conduite et d'éthique. C'est un ensemble de règles qui régulent leur action durant leur tâche d'observation des scrutins électoraux. Sidonie Davila. Tour à tour, les organisations de la société civile ont signé le code de conduite et d'éthique, un outil d'autorégulation de leur travail en tant qu'observateurs des élections. Observer un scrutin électoral demande beaucoup d'abnégation, mais aussi beaucoup d'éthique. Et pour nous, il était bon que l'ensemble des organisations qui participent à ce travail-là puissent se donner une ligne de conduite de sorte que notre action puisse être paramétrée et que chacun ne va pas un peu dans tous les sens. C'est une grande responsabilité et je pense que c'est une bonne chose parce que ce code-là engage toutes les ONG signataires à une conduite citoyenne et cela les engage aussi à observer une attitude indépendante, impartiale, mais surtout la neutralité vis-à-vis des partis politiques. Tous signataires, les organisations de la société civile se doivent de respecter ce code qui bénéficie de l'appui de l'USAID. Également partenaire, la commission électorale indépendante, CEI, s'emploie à suivre cette charte et à la vulgariser. La CEI va appuyer en termes techniques, et pourquoi pas les accompagner aussi, si besoin est, en termes financiers, pour pouvoir vulgariser ce code. Et en tout cas, nous sommes prêts à accompagner la société civile et nous sommes très heureux
d'être partenaires techniques. Le document, qui contient toute leur réglementation, est le fruit d'un travail de longue haleine des différentes organisations de la société civile mené par le NDI, National Democratic Institute. La cérémonie de ce jour s'inscrit donc dans la perspective de renforcer la crédibilité des organisations de la société civile ivoirienne exerçant dans le domaine de la démocratie et des élections. Ce code de bonne conduite apportera à coup sûr, selon les membres des organisations de la société civile, un changement significatif dans la réglementation des élections. Les diplomaties veillent aussi au maintien de la consolidation et la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite a été reçu dans ce cadre par le président du COSIM. Le diplomate invite les musulmans de Côte d'Ivoire à prier pour la pérennité du climat de paix dans le pays. Parga Sorokone des Madangui. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Abdallah bin Hamad Assoubeh, chez le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. Leurs échanges ont essentiellement porté sur la consolidation et la préservation de la paix et l'importance de la promotion d'un islam tolérant et modéré. C'était au cabinet du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire à Cocody, à Guin. Il y a eu un accord signé entre les deux États, État saoudien et État de la République de Côte d'Ivoire. C'est un début de plusieurs accords qui sera signé. Il y aura un accord culturel qui concerne les musulmans. Nous allons œuvrer pour ça, pour promouvoir l'islam, islam modéré, islam tolérant, islam contre le terrorisme et extrémisme. En retour, Cheikh Aïma Traoré Mamadou a tenu à traduire toute la gratitude de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire aux diplomates saoudiens. Ils nous ont donné déjà la position de l'Arabie Saoudite qui a fait l'objet de négociations avec l'État ivoirien. Donc ils sont prêts à nous aider et à réaliser cette cohésion nationale et cette union fraternelle entre les musulmans pour lutter contre le terrorisme et contre l'extrémisme religieux. Donc nous avons dit à son Excellence toute notre disposition à coopérer, à aider dans la réalisation de cet accord-là. L'excellence de relations de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite et la question du pèlerinage à la Mecque le Hajj 2021 ont également été abordées au cours de cette rencontre. À l'issue des échanges, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite et le président du COSIM ont invité la communauté musulmane dans son ensemble à multiplier prières et adorations pour une Côte d'Ivoire paisible et plus harmonieuse. La situation des fonctionnaires dits enseignants mal reclassés fut élucidée ce jour. Selon un article de presse, le ministère de la fonction publique aurait abandonné à leur triste sort les enseignants de la promotion 96-98 de l'école normale supérieure. En réponse, le directeur général de la fonction publique soutient que les personnes n'ayant pas bénéficié du dit reclassement n'y étaient pas admises, leur profil de carrière ayant été examiné selon la classification des grades et emploi dans l'administration. Le point avec Grace Kando. La fonction publique abandonne à leur triste sort des éducateurs mal reclassés de la promotion 1996-1998 de l'École normale supérieure ENS. Ce titre, paru dans un journal en ligne le 5 février, est selon le ministère de la fonction publique une allégation. Éclairage au cours d'un point presse. Le reclassement concernait seulement les fonctionnaires relevant de l'emploi d'instituteurs. Or, le nouveau collectif rassemblait des personnes qui avaient perdu cette qualité par le fait qu'elles avaient connu des promotions au grade supérieur. Elles n'étaient donc plus des instituteurs. Depuis quelques années, déjà avant même l'entrée en vigueur du nouveau profil des carrières. Ces personnes n'étaient donc pas éligibles à l'opération de reclassement, en ce sens que le décret numéro 2009-208 du 29 juin 2009 avait fixé sa date d'effet au 1er novembre 2009 et ne pouvait rétroagir pour s'appliquer à des situations antérieures à cette date. Selon le ministère de la fonction publique, en octobre 2017, il a été procédé à la régularisation
de la situation administrative de cet effectif d'enseignants. La direction de la gestion administrative des personnels civils de l'État, direction donc compétente pour la production des actes administratifs des fonctionnaires, a conduit cette opération de correction des indices. Au total, 4198 arrêtés portant correction indiciaire ont été pris. Satisfaits du traitement réservé à leur demande, les responsables de ce collectif dit des enseignants mal reclassés ont exprimé leur remerciement au ministre de la fonction publique. Pour le directeur général de la fonction publique, les reclassements opérés sont conformes aux droits et à la situation administrative des intéressés. Selon Soro Ninagafol, ces reclassements ne souffrent d'aucune irrégularité. La technologie est au service de la gestion gouvernementale. Une solution de gestion économique a été lancée ce mercredi par le Trésor public. Il s'agit d'une carte prépayée de mission. L'objectif, c'est de garantir la sécurité des opérations de paiement et accroître la célérité des paiements des frais de mission, mais également des primes des sportifs et des bourses d'étudiants. Écoutons les explications que rapporte à ce sujet Jean-Luc Bongbo. Plus besoin de cash ou argent liquide pour payer les frais de mission à l'étranger de fonctionnaires et agents de l'État, les primes des sportifs ou encore les bourses des étudiants. Ces dépenses seront désormais réglées grâce à la carte dite prépayée de mission du Trésor public. Le choix du paiement des frais de mission par carte prépayée est destiné à l'atteinte des objectifs spécifiques ci-après. Réduire la manipulation du cash, sécuriser les fonds en évitant les cas d'agression liés à la détention d'espèces, apporter plus de souplesse aux agents en mission à l'étranger dans l'exécution de leurs opérations, réduire au strict minimum les risques liés aux opérations de change. Il s'agit là d'une autre avancée notable dans le processus de modernisation des outils de gestion du Trésor public et plus largement de l'administration ivoirienne. Il avait été retenu dans le plan national de développement 2016-2020, un axe stratégique dédié au renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance. La mise en œuvre des actions prioritaires de ce axe devait conduire à la prise de mesures clés intégrant la modernisation de l'administration. Piloté par la Banque nationale d'investissement et un partenaire privé, ce nouvel instrument de paiement a été présenté aux partenaires de personnalités présents, parmi lesquels les ministres du budget et du portefeuille de l'État et celui de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Voilà une solution qui contribue à renforcer la bonne gouvernance et la mise en œuvre de cette politique. Nous en parlons. La Côte d'Ivoire a adhéré au partenariat pour un gouvernement ouvert. C'est une initiative qui a présenté les progrès réalisés par le pays pour ce qui est de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Et selon ce rapport d'auto-évaluation 2020, le gouvernement ivoirien prend régulièrement des engagements contribuant à améliorer la gouvernance et la participation citoyenne dans notre pays. Jean-Luc Bongbo. C'est un espace supplémentaire d'expression pour la société civile et le secteur privé sur les problématiques liées à la gestion des affaires publiques. L'Open Government Partnership, OGP, ou Partenariat pour un gouvernement ouvert, vise à renforcer la qualité de la gouvernance en Côte d'Ivoire. L'Open Government Partnership, OGP, est une initiative lancée en septembre 2011 par 8 pays pour promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la participation citoyenne. Selon le dernier plan d'action national de l'OGP, la Côte d'Ivoire a réalisé plusieurs progrès dans sa gouvernance. Au nombre de ses acquis, l'élaboration et la publication d'un budget citoyen, la construction d'une centaine d'établissements préscolaires communautaires, des acquis obtenus avec le soutien de la société civile. La plateforme PSI-PGO, à travers ses membres, a contribué à la sensibilisation des populations, aux consultations des communautés et à la réalisation de plusieurs études, dont les termes cadrent bien avec les principes et les axes d'intervention de l'OGP. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'initiative OGP vient accompagner la volonté du gouvernement de créer de la valeur ajoutée au bénéfice des populations ivoiriennes. La transparence dans la gestion des affaires publiques constitue une problématique importante pour le gouvernement ivoirien,
car elle est l'un des piliers de la bonne gouvernance, gage de confiance et de développement économique de tout pays. L'initiative OGP est soutenue par le programme d'appui au gouvernement ouvert francophone, PAGOF. Pour son plan d'action 2020-2022, l'OGP Côte d'Ivoire met l'accent sur le budget participatif, la lutte contre la corruption, le télétravail, la santé et l'éducation. Passons à présent au point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Le point publié ce jour par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente 166 nouveaux cas de Covid-19 sur 3187 échantillons prélevés, soit un taux de positivité de 5,2%. 296 nouvelles guérisons et 4 décès sont annoncés ce 10 février. À cette date, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique totalise 30 240 cas confirmés détectés sur le sol ivoirien. 28 320 ces personnes ont pu être guéries, 169 autres en sont décédées, 1751 cas restent encore actifs. L'appel au respect des gestes barrières reste toujours en vigueur. Et la réponse de l'Europe pour venir à bout de cette nouvelle vague de contamination. L'Union européenne dit vouloir renforcer sa production de vaccins anti-Covid. La Commission, qui a négocié les précommandes au nom des 27 pays de l'UE, est visée par un feu nourri de critiques à la suite d'importants retards de livraison des 3 premiers vaccins autorisés de l'UE en raison des difficultés liées aux sites de production en Europe. Et selon des statistiques, seuls 3% des Européens ont été vaccinés jusqu'à présent. La présidente de la Commission européenne, face au Parlement européen à Bruxelles, a expliqué ce jour que la production de masse a été sous-estimée car éclipsée par le développement express des vaccins. En Côte d'Ivoire, dans l'enseignement supérieur, le contrat de désendettement et de développement profite aux étudiants. 4 salles numériques ont été inaugurées ce mercredi à l'université de Cocody par le ministre de tutelle, Adama Diawara. Ces espaces numériques permettront aux étudiants un accès aux ressources documentaires et pédagogiques. Sefoura Zegui. Bonne nouvelle pour les étudiants et enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. 4 salles numériques viennent d'être aménagées et équipées pour leur faciliter la tâche dans leurs recherches. Souvent même, on est obligé de passer des heures à chercher une seule œuvre et c'est assez compliqué. Cela nous permettra d'être assez ouverts au digital et assez ouvert à l'extérieur. Ces espaces numériques interviennent dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D, piloté par l'Agence française de développement AFD. La France, premier partenaire de la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est disposée à apporter son appui à la Côte d'Ivoire. Depuis 8 ans, nous avons consacré 90 milliards de francs CFA à ce secteur prioritaire. Et nous allons continuer. Au moment où on commence ce nouveau mandat, sur ce secteur prioritaire pour la Côte d'Ivoire, la France sera présente. L'installation de ces salles numériques dans les universités de Côte d'Ivoire est l'expression d'une volonté politique qui vise à renforcer l'accès des étudiants aux ressources numériques. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, apprécie le geste de la France envers la Côte d'Ivoire. La nouvelle méthode d'apprentissage qui sied donc au système LMD nécessite l'utilisation des outils tels que les TIC. Alors d'où l'importance d'avoir des espaces numériques tels que les 4 que nous venons d'avoir grâce au CDD. Je remercie au passage infiniment d'ailleurs la France pour son soutien constant à notre système d'enseignement supérieur, en particulier et de façon générale même à notre système éducatif. À ce jour, 10 espaces numériques ont été aménagés, équipés et remis aux universités bénéficiaires. Chaque salle numérique est composée de 30 ordinateurs portables, un système de projection vidéo et 2 imprimantes laser, entre autres. À terme, le projet prévoit la mise en place de 16 espaces numériques dans les universités de Côte d'Ivoire. Coût global de l'investissement, plus d'1 milliard de francs CFA.
Dans le secteur agricole, la campagne 2021 de commercialisation des noix brutes de cajou est ouverte depuis le 3 février dernier. Le prix minimum d'achat chez les producteurs est de 305 francs CFA le kilogramme, soit une baisse de 95 francs CFA par rapport à l'année dernière. Une dégression forcée par la crise sanitaire qui ralentit l'activité commerciale sur les marchés mondiaux, et Noël Gagnon expose la situation. Producteurs, exportateurs, négociants, depuis le 3 février, la campagne 2021 de commercialisation interne du cajou est ouverte et les prix sont connus. Prix minimum obligatoire bord champ pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère, 305 francs le kilogramme. Prix plancher obligatoire magasin intérieur, 330 francs le kilogramme. Prix plancher obligatoire magasin portuaire, 389 francs le kilogramme. Premier constat, les prix sont en baisse par rapport à ceux pratiqués en 2020. La raison essentielle, la crise sanitaire et son impact sur le coût du marché mondial. 305 francs, c'est la réalité du marché actuel. Nous avons véritablement insisté pour que le prix ne soit pas en déconnexion avec la réalité du marché international. Et je peux vous dire, nous avons vraiment bon espoir que cette année, le prix, en tout cas, soit plus que ce que le gouvernement a annoncé, du fait du jeu de la concurrence, du fait de la capacité des acteurs nationaux à pouvoir mobiliser, à lever des fonds dans les banques localement. Pour rappel, le gouvernement a dû consentir une subvention de 35 milliards pour amortir les impacts de la crise sur les gains des producteurs en 2020. Nous avons validé plusieurs dossiers pour un montant total de 34 milliards 695 millions pour un volume de 264 000 tonnes. Maintenant, sur ces 264 000 tonnes, il y a une première phase qui était à 100 francs, subventionnée à 100 francs. Et après, il y a une autre seconde phase qui était subventionnée à 200 francs au kilogramme. Pourquoi cette variation? Cette variation, parce que, comme on vous a dit, le premier conseil présidentiel qui a validé la subvention, c'était aller sur la base de 100 francs par kilogramme. Et avec les évolutions du marché, les prix ont continué à baisser et le conseil présidentiel a revu la subvention à la hausse qui est passée de 200 francs. Pour la campagne 2021, le Conseil invite les producteurs à faire de la qualité leur cheval de bataille. Sachez qu'ils sont plus de 300 000 producteurs à vivre de cette spéculation dans les zones de production du nord et centre de la Côte d'Ivoire. Dans la région du Haut-Sassandra, 10 fermes avicoles d'une valeur de 140 millions de francs CFA sont offertes aux populations, une action du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en partenariat avec le ministère des Ressources animales et halieutiques. 3300 jeunes Ivoiriens sont ciblés par ce projet d'insertion professionnelle. Soro Corona. Natacha Guina est aujourd'hui une avicultrice moderne. Un rêve d'enfant devenu réalité grâce à l'Agence Emploi Jeune à travers le programme d'appui à la production avicole nationale. C'est l'emploi jeune qui a donné l'information qu'il y a un projet où on veut former des jeunes en agriculture. Et ainsi, nous sommes allés déposer nos papiers à l'emploi jeune et puis ils nous ont pris. Financé à plus de 6 milliards 800 millions de francs CFA, le projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole est mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et l'Emploi des Jeunes et celui des Ressources animales et halieutiques. Ainsi, le PAPAN vise à contribuer à résorber le chômage des jeunes tout en luttant contre l'insécurité alimentaire. Pour la phase pilote lancée en 2018, 128 fermes dénommées petites entreprises avicoles ont vu le jour. Les bénéficiaires de la région du Haut-Sassandra ont reçu les clés de leurs fermes. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au gouvernement pour cette opportunité qu'il offre à la jeunesse ivoirienne. Nous voulons exprimer nos gratitudes et notre reconnaissance au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ce grand homme soucieux de l'avenir de sa jeunesse qu'il souhaite active et épanouie. Ces futurs chefs d'entreprise exhortent les jeunes à croire aux chances que propose le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Je veux dire à mes frères de croire au président, de croire à sa structure emploi jeune,
dès qu'il lance un appel de travail, que les jeunes accourent, de ne pas rester, dire que c'est du faux. Vraiment, voici ça a payé pour moi. Pour la région du Haut-Sassandra, ce sont 114 millions de francs CFA investis pour créer 10 fermes avicoles. Des fermes qui vont générer à terme 60 emplois, dont 30 directs. Le nouveau plan national de numérotation est en vigueur depuis le 31 janvier dernier en Côte d'Ivoire. Les numéros de téléphone, mobiles et fixes sont passés de 8 à 10 chiffres. Un grand changement pour les populations. 11 jours après, celles des zones rurales ont encore un peu de mal à s'adapter à cette nouvelle numérotation. Le reportage à Méagui, dans la région de la Nawa, c'est un constat de Jean-Marc Djadji. Progrès-Agui, dans la sous-préfecture de Méagui, région de la Nawa. Dans ce village de plus de 1000 habitants, les populations sont informées comme tous les citoyens du pays du basculement des numéros de téléphone de 8 à 10 chiffres. Inscrits dans les 3 opérateurs télécoms, les abonnés du village de Progrès-Agui posent leurs préoccupations. Notre parent vieil là, il ne peut pas maîtriser. Nous aussi même là, si tu ne pas fréquenter même là, on ne peut pas. Le seul problème des numéros que j'ai ajouté, si c'est tactique, c'est un peu facile. Parce que quand tu as fini de lancer, les numéros là, ça enregistre. Mais les petits portables là, il y a toujours problème. Il y a une tante même à la maison, départ avant, j'avais voulu appeler quelqu'un. Bon, ça le fatigue. Avant, moi, j'ai dit qu'ils ont, parce qu'ils ont ajouté des chiffres. Comme c'est le début, quand on lance, il y a un message qui nous dit qu'il faut ajouter le 0,5 avant les autres chiffres, il faut ajouter le 0,7 avant les autres chiffres, il faut ajouter le 0,1 avant les autres chiffres. Mais néanmoins, l'appel passe. À Méagui commune, Aristide est gérant d'une cabine téléphonique. À l'instar de ses collègues, il a souvent maille à partir avec ses clients depuis le basculement des numéros de téléphone à 10 chiffres. Il vient citer son numéro, au lieu de 8 chiffres, il cite jusqu'à 10 chiffres. Bon, à la fin, beaucoup qui se trompent, les 2 chiffres là, si on peut composer moins 8 chiffres, et puis en lançant le numéro, ça sort directement les 10 chiffres, ça va nous arranger. Les coopératives agricoles opérant dans cette zone boucle du cacao font des observations. Actuellement, ça perturbe un peu notre activité de commercialisation de cacao. Parce que auparavant, les délégués et les producteurs arrivaient à joindre facilement la direction pour qu'on puisse récupérer les stocks dans les différentes sections. Mais aujourd'hui, avec ce basculement, ils ne sont pas vraiment à mesure de savoir c'est devant quel opérateur on doit ajouter le 0,7, le 0,5, le 0,1. Face à cette galère des populations rurales, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, dit avoir arrêté avec les 3 opérateurs de téléphonie la possibilité que les numéros à 8 chiffres continuent de passer pendant une période d'1 mois, le temps que les usagers s'habituent aux 10 chiffres. Une assistance vocale ou par SMS et des applications à télécharger pour les smartphones sont disponibles pour modifier automatiquement les répertoires téléphoniques des abonnés. La Côte d'Ivoire, qui est passée à une numérotation de 10 chiffres, est en pleine campagne diplomatique pour l'élection à la présidence de la CAF. Le pays présente la candidature de Jacques Anouma et sollicite le soutien des pays africains. Au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, le ministre Albert François Amicha a échangé avec les présidents guinéens et sénégalais. Walter Amadou Ouattara. Le ministre François Albert Amicha au palais présidentiel du Sénégal. Il est porteur d'un message du président Alassane Ouattara à son homologue Macky Sall. Une sollicitation du soutien de ce pays ami à Jacques Bernard Anouma, candidat à la présidence de la CAF, Confédération africaine de football. Le ministre Albert Amicha évoque la question d'une candidature unique de la sous-région à ce poste de président du football africain. Sur les conseils de M. le Président de la République, M. Macky Sall, que les 2 candidats, qui sont les forces vives de l'Afrique de l'Ouest, puissent se rencontrer et continuer le dialogue qu'ils ont commencé à Abidjan par la visite d'une forte délégation du Sénégal. Le président de la République nous a fait savoir que l'intérêt général de l'Afrique de l'Ouest doit prévaloir, que chacun a c'est normal que chacun veuille ce poste de président, mais ce qui est important, c'est que l'Afrique de l'Ouest est le président de la prochaine CAF.
Après Dakar, c'est le palais Toureya de Conakry qui accueille le ministre de la Ville, François Albert Amichia, et sa délégation. Au président Alpha Condé, il a transmis fidèlement le message de demande de soutien à la candidature de l'Ivoirien Jacques-Bernard Daniel Anouma. La partie guinéenne a rassuré les autorités ivoiriennes. Candidat de la Côte d'Ivoire, et heureusement, nous le connaissons, il a beaucoup fait dans le football de la Côte d'Ivoire, et le ministre même qui vient de conduire la délégation est un ancien ministre des Sports. Donc nous nous connaissons, nous sommes sûrs que le président Alpha Condé sera attentif et nous allons lui expliquer les raisons peut-être de soutenir le candidat. Mais le dernier mot revient toujours au chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Cette mission de promotion du candidat Jacques Anouma, portée par le gouvernement ivoirien, se poursuit. Après le Sénégal et la Guinée, cap sera mis sur la Gambie, le Libéria, la Sierra Leone ainsi que le Cap-Vert. En Nouvelle-Calédonie, un séisme de magnitude 7,7 a été enregistré dans le Pacifique. Le tremblement de terre a déclenché une alerte tsunami. L'épicentre du séisme a été localisé à environ 400 km au sud-est de l'archipel des îles Loyauté. Et par prudence en Nouvelle-Zélande, les autorités ont demandé à la population vivant le long de la côte nord du pays de s'éloigner du littoral, notant que la région englobant la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu voisin fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, l'une des zones d'activité sismique les plus intenses de la planète. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain dès 10h pour d'autres nouvelles d'ici et du monde sur RTI 1. Bonsoir chez vous.